Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Ludonote, les mondes du jeu vidéo. Durant notre premier cours, on s'est intéressé à l'histoire des jeux vidéo. Notre deuxième cours nous a permis de nous intéresser un peu plus à l'industrie du jeu vidéo. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la psychologie du joueur. D'abord, une introduction. Pourquoi étudier la psychologie des joueurs? Tout d'abord, créer des jeux efficaces, répondre aux motivations et aux besoins des joueurs. Avoir une résolution des problématiques sociétales, une gestion des comportements toxiques et prévention de l'addiction. La compréhension des tendances, adapter les jeux aux attentes changeantes des publics. En termes d'impact industriel, il a une conception centrée sur le joueur, on parle aussi de player-centric design, et une influence sur les modèles économiques, les free-to-play et les loot boxes. Les perspectives éthiques aussi, c'est assurer un design responsable. Les jeux vidéo peuvent être vus comme une expérience psychologique interactive. Ce qui définit l'essence même du jeu vidéo, c'est l'interaction. Le joueur devient un acteur actif, pas un simple spectateur. Les choix du joueur influencent directement l'expérience. Les facteurs clés sont l'immersion, c'est-à-dire l'absorption du joueur dans l'univers fictif, l'engagement, la boucle de récompense et de progression, l'émotion, la peur, l'excitation, la fierté et la frustration. Par exemple, dans The Last of Us, ça crée une connexion émotionnelle grâce à la narration interactive. On voit ici évidemment Joel et Ellie du jeu The Last of Us. Quels sont les facteurs internes, psychologiques, et les facteurs externes? On parle aussi de sociologie. Les facteurs internes sont la personnalité du joueur, l'exploration, la compétition, la créativité, les motivations, l'accomplissement, la socialisation, l'immersion, et la cognition, les perceptions des défis, la prise de décision rapide. Les facteurs externes sont l'influence des pairs dans les jeux multijoueurs, les cultures et les normes sociales associées aux jeux vidéo, la publicité et la communication autour des jeux. En termes d'interaction complexe, l'environnement social influence les comportements individuels. Les outils d'analyse sont des méthodes expérimentales, un suivi des mouvements oculaires pour évaluer l'attention, l'enregistrement physiologique, les rythmes cardiaques, la conductance de la peau, les expériences contrôlées pour tester les réactions à différents scénarios. Faire une analyse aussi des données comportementales, le temps passé sur une tâche, le choix et les chemins pris par les joueurs. En termes de comportement du joueur, il y a des catégories de comportement. On va le voir un peu plus précisément par la suite. Il y a tout d'abord l'exploration, la recherche active de nouvelles expériences, la compétition, le désir de surpasser les autres joueurs, la coopération, la collaboration pour atteindre des objectifs communs. Il y a plusieurs théories psychologiques appliquées, notamment la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, un besoin de compétences, d'autonomie et de relations sociales. Il y a la théorie du flux qu'on utilisera très souvent. Alors, son nom est très difficilement prononçable, donc je ne vais pas le prononcer. On parlera théorie du flux ou en anglais du flow, c'est-à-dire la recherche d'un équilibre entre le défi du joueur et la compétence qu'il acquiert. Il y a évidemment des relations entre le joueur et l'univers du jeu. Il y a une relation symbiotique. Le joueur influence l'univers avec des choix et des progressions, et l'univers influence le joueur avec des règles et des récompenses. Les facteurs clés dans la relation sont l'immersion narrative, le sentiment d'appartenance à l'histoire, l'interactivité, le contrôle, ce qu'on appelle l'agency, qui est très important, qu'on verra par la suite, l'attachement émotionnel, l'attachement au personnage ou au monde fictif, par exemple dans Mass Effect, et le poids des décisions morales à des moments clés du jeu. On peut voir une image à droite. On va parler d'une théorie qui est une des premières théories sur le jeu vidéo, qui s'appelle la théorie du Homo Ludens. Qu'est-ce que c'est que le concept de Homo Ludens? L'origine, c'est un concept développé par Johan Huizinga dans son ouvrage Homo Ludens en 1938. Donc vous voyez que ça date quand même un peu. On voit sur la droite Johan Huizinga. Alors, entre parenthèses, Homo Ludens c'est inspiré de Homo sapiens. Donc Homo sapiens, c'est ce qui nous définit en tant qu'espèce, c'est-à-dire l'homme sachant. Ici, Homo Ludens, ça vient de ludo, qui veut dire jouer. Donc ici, c'est l'homme joueur. Donc la définition ici est que l'homme est fondamentalement, d'après Huizinga, un être joueur. Le jeu est une activité essentielle à l'épanouissement humain, au-delà de ses fonctions utilitaires. L'idée clé ici est que le jeu précède et influence la culture, et non l'inverse. En termes d'importance, c'est la base théorique pour comprendre les jeux comme une activité culturelle et sociale. Quelles sont les caractéristiques essentielles du jeu selon Huizinga? Tout d'abord, libre et volontaire, une activité qui ne peut être imposée, qui est séparée, se déroule dans un cadre distinct, temps et espace dédié, qui est inutile, ne vise aucun bénéfice matériel immédiat,
qui a ses règles propres, régies par des règles spécifiques souvent en dehors des lois normales, avec une création de communautés qui génère des groupes et des interactions sociales uniques. On peut voir, d'après Huizenga, le jeu comme un phénomène culturel universel. Sa présence est dans toutes les cultures. On l'a vu durant notre premier cours avec des jeux de sociétés antiques, Senet, Mancala, Awalé, etc. Avec des jeux compétitifs modernes, les échecs ou le sport. Il y a à travers ces jeux des transmissions de valeurs, des rituels, des mythes, des compétitions symboliques, avec une évolution constante du jeu physique au jeu numérique. En termes de représentation culturelle, le jeu peut être vu comme un reflet des idéaux et des tensions sociétales, comme on l'a vu à une époque avec le Monopoly. L'importance du cadre ludique qui parle Huizenga de Magic Circle ou du cercle magique. Quel est ce concept de cercle magique ? C'est un cadre symbolique où les règles du jeu remplacent celles de la réalité. Ce cercle magique permet une suspension temporaire de l'incrédulité qui est aussi très utilisée dans l'univers du cinéma et de l'écriture. En termes d'application moderne, dans World of Warcraft, c'est un univers autonome avec ses propres lois. Ou on peut aussi avoir en tête les jeux de rôle qui sont très immersifs. Quelles sont les limites de ce concept ? C'est que le Magic Circle devient poreux dans les expériences en ligne où les interactions réelles et fictives se mélangent. On peut voir ici une visualisation du cercle magique, c'est-à-dire que toute personne vit dans un monde réel avec ses propres questionnements sur sa vie, ses peurs, ses incertitudes et ses responsabilités. On se déconnecte de ce monde réel pour entrer dans ce fameux cercle magique, un monde de rêve, d'immersion, de narration, de catharsis et de challenge. Et quand on en sort, on en revient à la vie réelle, on en revient avec des expériences acquises, une nouvelle compréhension et des nouvelles sensations. Quel lien entre jeux vidéo et continuité avec les jeux traditionnels ? Tout d'abord, en termes de points communs, une structure de règles définies, une création d'un cadre alternatif à la réalité, une importance de la compétition et de la coopération. Les innovations apportées sont l'intégration de la technologie pour enrichir l'expérience narrative interactive impossible avec des jeux traditionnels, propres des jeux vidéo numériques, et la possibilité d'un Magic Circle infini grâce à des mondes ouverts. Maintenant, comme vous le voyez, on peut aller dans n'importe quel univers, que ce soit un univers de science-fiction ou un univers de fantasy. On l'a vu aussi durant notre premier cours, il y a des fonctions sociales à un jeu. Tout d'abord, c'est un espace de socialisation. Les jeux multijoueurs en ligne tels que Fortnite, Among Us. En termes de communauté formée autour de jeux, on peut utiliser Reddit ou Twitch pour poursuivre les discussions au-delà du jeu. En termes d'éducation et d'apprentissage, il y a ce qu'on appelle les serious games, les jeux sérieux, pour développer les compétences. Il y a l'apprentissage ludique dans des contextes plutôt scolaires. C'est aussi un exutoire émotionnel. Les jeux comme échappatoire, oppression du monde réel, certains d'entre vous se sont déconnectés des difficultés du monde réel pour se plonger dans des univers virtuels. C'est aussi un lieu de rassemblement culturel avec des événements de type e-sport, des conventions, des compétitions mondiales. Quelles critiques et limites du modèle HomeLoDance ? Il y a des critiques académiques. Tout d'abord, a priori, sa théorie est trop centrée sur une vision occidentale du jeu, ne prend pas en compte forcément les jeux liés aux nécessités de survie, par exemple les chasses rituelles, et c'est peu adapté aux jeux numériques. Les jeux vidéo incluent souvent des objectifs utilitaires, la monétisation de la progression, et il y a une difficulté à définir ce qui est jeu dans les expériences hybrides telles que Minecraft ou tout ce qui est plus moderne, métavers. En termes de rôle de contrainte, certains jeux modernes imposent des comportements via leurs règles économiques de type free-to-play. On peut comparer les jeux traditionnels et numériques. Les jeux traditionnels sont une interaction directe avec des objets physiques, des cartes et des dés, une limitation au cadre physique immédiat, plus d'improvisation et de flexibilité dans les règles, tandis que les jeux numériques sont des simulations complexes impossibles dans le monde physique. Il y a une dépendance à la technologie et au serveur, et il y a une échelle globale avec des millions de joueurs connectés. Les similitudes fondamentales, c'est qu'ils reposent tous deux sur des principes communs de Huizenga. Ce concept, évidemment, a été réapproprié par l'industrie vidéoludique. En termes de vision de l'industrie, c'est le but, créer des expériences engageantes en suivant les caractéristiques de Huizenga, la liberté, le cadre séparé, etc. Par exemple, dans le jeu Zelda Breath of the Wild, il y a une exploration libre dans un cadre structuré. Dans le jeu Les Sims, il y a un cadre ludique détaché de la réalité immédiate. En termes d'application commerciale, il y a une utilisation des boucles de récompense pour maximiser l'engagement.
il y a une création de microcosmes sociaux où les joueurs investissent temps et argent. Autre grande théorie, cette fois-ci par un Français, qui a créé le livre qui s'appelle Les jeux et les hommes. Alors, cette grande théorie, très importante, qui survient après celle de Huizenga, a été développée par Roger Caillois. Qui est Roger Caillois? C'est un sociologue et écrivain français, né en 1913 et décédé en 1978. Et donc en 1958, donc une dizaine d'années après, plus de 20 ans après celle de Huizenga, il a écrit un livre qui s'appelle Les jeux et les hommes. Globalement, ce livre analyse les jeux comme activité culturelle et sociale fondamentale. Il permet de classifier des jeux selon leur mécanique et leur rôle dans les sociétés. Quelles sont les 4 grandes théories des jeux selon Caillois qui sont très importantes pour nous, même dans la conception d'un jeu? Tout d'abord, il y a ce qu'il appelle l'aléa, qui a donné aléatoire, donc la part de hasard, c'est-à-dire la dépendance au destin ou à la chance, par exemple les dés et les loteries. Il y a ce qu'il appelle l'agone, vous remarquez que ce sont des mots grecs. Donc l'agone ici signifie compétition, c'est-à-dire la rivalité et la performance, par exemple les échecs ou le sport. Il y a en troisième position l'ilinx, c'est-à-dire le vertige, les perturbations sensorielles, les manèges et les danses. Enfin, il y a, comme dernière grande catégorie, mimicry, l'imitation, le rôle ou le simulacre, c'est-à-dire l'immersion dans un univers, ou quand on se plonge dans un univers qui n'est pas le nôtre à l'origine. Quel intérêt dans le jeu vidéo, c'est de comprendre comment ces 4 catégories influencent le design moderne. Il définit aussi ce qu'il appelle le continuum ludus-paideia. Donc le paideia, c'est le jeu libre, spontané et exploratoire, par exemple le sandbox comme un GTA. Il y a le ludus, qui est le jeu structuré, les règles strictes et les objectifs clairs, par exemple les jeux compétitifs. Pour lui, il y a l'idée d'équilibre dans le design, un mélange des deux pour enrichir l'expérience. On peut voir à droite un graphique justement en fonction de quel design on souhaite. Est-ce qu'on souhaite un design avec beaucoup de liberté ou peu de liberté, avec plein de règles, avec peu de règles, etc. etc. Et en fonction de ça, on va offrir une version du Ludus ou du Paideia. Quelques applications vidéoludiques, on peut avoir Minecraft, une liberté d'exploration totale, c'est le Paideia, et dans StarCraft 2, une stratégie très structurée qui est basée sur le Ludus. Donc sur les jeux compétitifs et collaboratifs, on va pouvoir parler un peu plus d'Agon. Les caractéristiques d'Agon, on l'a dit, c'est l'accent sur la stratégie et la performance, l'importance de la victoire pour la reconnaissance sociale. Par exemple, les jeux compétitifs, Counter-Strike ou FIFA. On peut avoir aussi des jeux collaboratifs, It Takes Two ou Overcooked. En termes d'équilibre de conception, l'idée est de maintenir l'équité tout en favorisant la compétition. On peut voir 2 images à droite entre Counter-Strike et It Takes Two. Les jeux de hasard avec l'aléa dans le game design. L'aléa, on l'a dit, c'est le résultat dicté par le hasard ou la chance. Les exemples modernes, c'est l'utilisation de lootbox et des RNG comme dans Genshin Impact. Il y a aussi les jeux de casino en ligne. L'impact psychologique, c'est le renforcement intermittent, augmentant l'engagement. Évidemment, il y a des problématiques comme pour les jeux de hasard, des controverses autour des lootbox et de la monétisation et surtout des problèmes d'addiction. L'immersion, ça va être le domaine du mimicry. L'idée est de se plonger dans un univers qui n'est pas le nôtre à l'origine, de s'identifier à un univers totalement non réaliste par rapport au nôtre. On peut avoir en tête Skyrim dans l'univers de la fantasy ou Cyberpunk 2077 qu'on voit à droite dans l'univers de la science-fiction. Il y a une narration et une immersion, renforcer l'attachement à l'histoire et aux personnages, en termes d'interaction jour-univers, une exploration et des décisions qui influencent le récit. En termes d'expérience sensorielle extrême, on a parlé d'Ilinx. L'Ilinx, c'est les activités induisant un état de vertige ou d'euphorie sensorielle. On peut avoir en réalité virtuelle Half-Life Alyx ou des jeux de vitesse de type Wipeout ou F-Zero. Les effets émotionnels, comme dans les manèges et les montagnes russes, sont la stimulation, l'excitation, parfois l'inconfort physique. Les défis de design ici sont d'assurer une expérience intense, évidemment sans provoquer de malaise. Nous avons vu la psychologie, des grandes théories, on va essayer de comprendre un peu ce que sont des biais cognitifs et quel impact sur le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? Un biais cognitif sont des erreurs systématiques dans la pensée qui influencent la prise de décision. Il faut comprendre que notre cerveau, il
travaille tout le temps, mais il ne travaille pas forcément tout le temps de la bonne manière. Il fait des erreurs de raisonnement qui ont des impacts sur nos actions, et notamment sur nos actions dans le jeu vidéo. Ici, les joueurs peuvent être confrontés à des incertitudes ou des choix rapides, souvent influencés par ces biais. Les concepteurs de jeux exploitent ces biais pour guider l'expérience ou renforcer l'engagement. Par exemple, les décisions sous pression dans des jeux compétitifs ou narratifs. On va en citer quelques-uns qui sont intéressants dans le domaine du jeu vidéo. Tout d'abord, il y a l'effet de surconfiance. On parle aussi d'effet Dunning-Kruger où, par exemple, les joueurs surestiment leur capacité ou leur maîtrise du jeu. Quelles sont les conséquences dans les jeux compétitifs? Une adoption de stratégies risquées, par exemple dans League of Legends, des répétitions d'erreurs en croyant qu'elles mèneront au succès. En termes d'exploitation en design, proposer des modes difficiles pour captiver les joueurs sur deux. Donc, vous voyez, on voit sur le graphique à droite, en fonction entre la confiance et les compétences, il y a un moment où en fait, quand on débute un jeu, on arrive très vite à une conclusion qu'on est très fort, alors que les compétences, on ne les a pas encore acquises. Donc notre confiance, à un moment, il y a un mur de la réalité, notre confiance diminue terriblement, et au fur et à mesure, dans le temps, on devient de plus en plus expert, et à la fin, notre confiance remonte en même temps que nos compétences. Le biais d'optimisme. Les joueurs pensent qu'ils ont plus de chances de gagner que les probabilités réelles. Quel impact dans les jeux de hasard, sur les mécaniques de lootbox qui peuvent être utilisées dans FIFA ou dans Genshin Impact, les tentatives répétées dans les mini-jeux aléatoires de type Mario Party. Les aspects psychologiques sont l'espoir justement va alimenter la répétition et prolonger le temps de jeu. On peut le voir sur le petit dessin, on pense que dans notre tête, pour arriver à un objectif, c'est le chemin le plus direct. En fait, il va être beaucoup plus compliqué parce qu'on va être confronté à beaucoup de défis. L'effet de cadrage est très intéressant parce qu'on va pouvoir l'utiliser aussi dans un système monétaire. Les décisions des joueurs varient selon la manière dont les options sont présentées. Dans les jeux vidéo, les dialogues dans The Witcher 3 influencent les joueurs à choisir des réponses morales. Les tutoriels cadrent l'apprentissage initial du jeu. En termes de stratégie de design, ici, c'est d'utiliser le cadrage pour renforcer l'immersion ou manipuler les décisions des joueurs. On peut le voir sur l'image de droite. En fait, c'est le même yaourt, que ce soit à gauche ou à droite. D'un côté, on a écrit qu'il est de 20% constitué de gras, et dans l'autre, on dit qu'il est 80% constitué de non gras. C'est la même information, entre guillemets, comme ce qu'on dit sur le verre à moitié rempli ou à moitié vide. Donc, même information, objective, mais présentée différemment, qui va créer une réponse de l'utilisateur, du client, ici pour nous du joueur, qui sera une réaction totalement différente. Donc comment présenter une information au joueur va être très importante pour pouvoir influencer ses actions au cours du jeu. L'illusion de contrôle. Les joueurs croient pouvoir influencer des événements totalement aléatoires. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Par exemple, dans le lancer de dés dans Dungeons & Dragons, les croyances que la répétition d'une action améliore les chances, par exemple le farming. En termes d'exploitation dans le design, l'idée est d'intégrer des éléments de hasard tout en laissant des choix apparents pour maintenir l'engagement. La perception sélective. Les joueurs perçoivent ce qui correspond à leurs attentes ou expériences passées. En termes d'impact, l'attention des joueurs est dirigée vers des éléments clés de gameplay. Le problème ici étant que les joueurs ignorent parfois des informations importantes, par exemple des indices cachés. En termes de conception, utiliser des stimuli visuels ou sonores pour diriger à nouveau l'attention du joueur. On peut voir une image assez drôle à droite, où en fait, c'est une question de point de vue. Chacun a un point de vue différent, mais c'est parce que chacun sélectionne les informations qu'il perçoit. L'effet d'ancrage. Ici, les biais cognitifs ou une première information influencent les décisions suivantes. Par exemple, dans une boutique en jeu, afficher un pack cher, 99 € pour rendre un pack à 9,99 plus attractif. La récompense initiale, c'est d'offrir des gains élevés pour motiver les joueurs à continuer. C'est utilisé pour orienter le choix des joueurs, mais ça nécessite évidemment une approche éthique. Vous voyez qu'à droite, sur l'effet d'ancrage, si on dit au début, à l'origine, le manteau vaut 150 €, on dit que finalement, il ne vaut pas 150 €, il vaut 99 €, ça va avoir un impact de consommation chez l'utilisateur. Les biais cognitifs comme outil de renforcement des mécaniques. En termes d'objectifs des concepteurs, l'idée c'est de rendre les mécaniques plus captivantes et intuitives. L'idée c'est que le jeu engage un maximum les joueurs et qu'ils soient les plus immersifs possibles. En
termes d'exemple pratique, l'effet de cadrage, différentes manières de présenter des armes au bonus pour influencer le choix, par exemple dans Call of Duty, et sur la surconfiance, encourager les joueurs à relever des défis élevés pour des récompenses rares. Quelle stratégie pour éviter les manipulations excessives des biais cognitifs? Parce qu'évidemment, il y a un problème éthique, notamment sur l'exploitation abusive des biais pour maximiser les profits, par exemple les lootbox. Avoir une approche responsable, une transparence des probabilités dans les mécaniques aléatoires, une limitation des achats in-game basée sur des biais d'optimisme. En termes d'impact sur la réputation, une exploitation responsable fidélise les joueurs tout en maintenant leur confiance. Typologie des joueurs. On va d'abord parler de la méthodologie Counting Foundry qui a défini différentes motivations des joueurs. Qu'est-ce que c'est que Counting Foundry? C'est un modèle basé sur des études comportementales à très grande échelle, donc sur les joueurs évidemment. Ça a été fondé par Nikki et Nick Ducheneau, spécialistes de la psychologie des joueurs. Leur objectif ici était, jusqu'à aujourd'hui, de comprendre les motivations psychologiques qui attirent les joueurs vers différents types de jeux. Leur méthodologie est l'analyse de données provenant de millions de réponses à des questionnaires sur les préférences des joueurs. Il y a une validation empirique pour construire un cadre universel des motivations. Selon Counting Foundry, il y a 6 motivations principales du joueur. Tout d'abord, l'action, la recherche de sensations fortes et de défis intenses. Vous comprenez qu'il y a un lien entre ce qu'on a vu avec Huizenga, Homo Ludens, les théories de Caillois avec Agon, Ilinx, etc. et ce que retrouve finalement Counting Foundry. La socialisation, l'interaction avec d'autres joueurs. La maîtrise, le développement des compétences, la résolution de problèmes. L'accomplissement, compléter des objectifs, obtenir des récompenses. L'immersion, l'évasion dans un monde fictif. Et enfin, la créativité, la construction, la personnalisation et l'expression personnelle. On peut voir ici un résumé des 6 motivations en détail. Par exemple, action, il y a tout d'abord comme exemple la destruction, les armes, les explosions, le chaos, le désordre. Il y a l'excitation, avec l'action rapide, la surprise et les frissons. Dans la socialisation, il y a la compétition, les duels, les matchs, les plus hauts dans le classement. Il y a la communauté, être en équipe, discuter, interagir. Dans la maîtrise, il y a le défi, l'entraînement, la haute difficulté, les challenges, la stratégie, anticiper, prendre des décisions. L'accomplissement, pour les personnes qui souhaitent avoir des hauts taux de complétion, récupérer tous les objets, compléter toutes les missions. Le pouvoir, personnage puissant, équipement puissant, etc. L'immersion, la fantaisie, être quelqu'un d'autre, être ailleurs. L'histoire, intrigue élaborée, des personnages intéressants. Et enfin la créativité, la conception, l'expression, la personnalisation. Et pour finir, la découverte, l'exploration, l'expérimentation et les tests. Pour l'action, on l'a dit, sensations fortes et défis intenses. Les motivations ici, des joueurs sont qu'ils recherchent des expériences rapides, intenses et pleines d'adrénaline. On voit évidemment, on peut penser à Call of Duty à côté, sur l'image de droite. L'amour pour les défis, surmonter des ennemis coriaces et des obstacles complexes. En termes de caractéristiques de jeu d'action, c'est un rythme rapide, mécanisme de tir ou de combat. Il y a un feedback immédiat avec des vibrations et des sons percutants. On a Call of Duty en tête ou pourquoi pas Doom. La socialisation, l'idée ici de se connecter avec des amis ou des nouveaux joueurs dans un cadre ludique, avec un accent sur la communication et la collaboration. On peut penser ici à Among Us qui a fait un carton plein pendant le confinement mondial du Covid. Il y a des caractéristiques des jeux sociaux. Quels sont-ils? Ce sont les modes multijoueurs coopératifs et compétitifs, des intégrations d'outils de chat et de gestion de groupe. On a évidemment, comme on l'a dit, Among Us, pourquoi pas World of Warcraft et d'autres jeux. En termes de maîtrise, en termes de motivation surtout, c'est la satisfaction tirée de la progression personnelle et de l'acquisition de nouvelles compétences. L'idée ici est d'apprécier les systèmes profonds et complexes nécessitant une réflexion stratégique. On peut penser ici à des jeux très complexes tels que Dark Souls, qu'on voit à droite, ou StarCraft, qui permet des stratégies en temps réel dans des compétitions intenses. Les caractéristiques ici sont des hauts niveaux de difficulté, un apprentissage par l'échec et une exigence de précision et de stratégie. L'accomplissement, ici, l'idée est d'accomplir des missions, collectionner des objets rares et atteindre des objectifs. Recherche de validation et de progression mesurable. En termes de caractéristiques, un système de quête, de succès et de collection, avec des récompenses visuelles, des trophées, des skins exclusifs. On peut avoir en tête Destiny avec des missions de haut niveau et des loots en coopération et Genshin Impact pour son exploration, ses combats et son obtention de personnages rares et des systèmes de gacha.
L'immersion est ici, vous comprenez très bien, l'idée de plonger dans des environnements crédibles et détaillés. On peut penser, comme on le voit sur la droite, à The Elder Scrolls Skyrim. Expérimenter des narrations captivantes et des interactions, comme dans The Witcher 3. Les caractéristiques ici sont des univers très détaillés avec des lores et des interactions complexes, et une emphase sur la musique, les graphismes et l'histoire. En termes de créativité, la motivation sont de créer et personnaliser des objets, des environnements ou des personnages, et enfin, de laisser libre cours à l'imagination dans un cadre structuré. Les caractéristiques des jeux créatifs sont des outils de construction, des éditeurs de niveaux de personnages, et une liberté totale avec des systèmes simples mais robustes. On peut penser évidemment à Minecraft, qui permet une exploration infinie et une création dans un environnement de type voxel, et les Sims, une conception de maison, gestion de personnages et storytelling personnel. Autre classification qui est très intéressante, on a vu celle de Quantic Foundry, il y a la classification Bartle du joueur. On voit ici Richard Bartle qui, en 1996, a analysé les comportements des joueurs et il en a tiré 4 grands types de joueurs. Pour lui, ici, son objectif a été de comprendre pourquoi les joueurs jouent et comment ils interagissent avec les mondes virtuels. Il en est arrivé à 4 typologies fondamentales qui, encore une fois, se recoupent avec ce qu'on a vu de Huizenga à Kaiwa à Quantic Foundry jusqu'à ce que dit Bartle, c'est-à-dire les explorateurs, les tueurs, les socialisateurs et les accomplisseurs. En termes d'importance, c'est très utilisé encore aujourd'hui comme cadre de référence pour concevoir des mécaniques adaptées à divers publics. Tout d'abord, il y a l'explorateur. On voit à droite les 4 grands types, donc entre action et interaction, joueur et monde, et à partir de quelles sont les envies et les motivations du joueur, il va se situer plus à gauche, plus à droite, plus en haut, plus en bas. Donc l'explorateur a une curiosité, a une envie de découvrir des secrets et d'explorer les mondes virtuels. Sa priorité est donnée aux environnements riches et aux expériences inattendues. On peut avoir en tête The Legend of Zelda avec la découverte des zones cachées. Subnautica aussi pour l'exploration de paysages sous-marins uniques. En termes de contribution au jeu, il va pouvoir aussi, c'est très intéressant, identifier des bugs ou des zones inexploitées. Vous voyez comment on peut les réutiliser dans la partie QA. Il va donner aussi un feedback précieux pour enrichir l'immersion. Le tueur, qui est en haut à gauche, recherche la domination et le plaisir dans la compétition directe avec d'autres joueurs. Il va valoriser des mécaniques de ce qu'on appelle du PvP, donc du player versus player. En termes de jeu, on peut avoir en tête League of Legends ou Call of Duty. En termes d'impact sur le jeu, il va renforcer les éléments compétitifs et les classements et stimule l'engagement grâce à des rivalités. Le socialisateur, en bas à gauche, porte un accent sur les interactions sociales, la coopération et la création de liens. Ce joueur préfère les jeux à l'aspect communautaire, principalement. On peut avoir World of Warcraft au sens général ou Animal Crossing avec visite d'îles et d'échanges entre amis. En termes d'apport au jeu, il va créer une fidélité communautaire et va encourager des fonctionnalités sociales comme le chat vocal et les événements live. L'accomplisseur, tout en haut à droite, est axé sur l'accomplissement d'objectifs, le perfectionnement et les récompenses. Il est attiré par les succès, les trophées et les systèmes de progression clairs. On peut avoir en tête Destiny 2 ou Genshin Impact. En termes de contribution design, il y a une motivation pour des mises à jour régulières et une valorisation des éléments de progression persistants de type Battle Pass. Adaptation au jeu moderne, il y a une répartition des typologies dans les MMORPG. On peut retrouver un peu tout ça dans un MMORPG de type World of Warcraft. Par exemple, en termes d'explorateur, l'idée de cartographier des mondes vastes. En termes de tueurs, participer au combat PvP. Socialisateurs, fondent et maintiennent des guildes. Et en termes d'accomplisseurs, collectent des récompenses et atteignent les sommets des classements. Vous voyez, donc on peut marier ces 4 catégories, ces 4 typologies dans un seul jeu. Ce qui va être intéressant, que ce soit dans tout type de création, c'est le mariage entre différents grands concepts. Donc l'idée, ça va être le côté hybride aussi qu'on peut retrouver dans Fortnite. Quel lien entre typologie des joueurs et monétisation des jeux? L'accomplisseur, lui, est attiré par les objets exclusifs et les récompenses premium. En termes de monétisation, il sera attiré par les skins, les lootbox. L'explorateur aime découvrir des extensions et des zones cachées payantes. En termes de monétisation, il sera plus intéressé par des DLC et des packs d'exploration. Le socialisateur, ils investissent dans des outils de personnalisation pour se connecter avec les autres, donc vont acheter des emojis, des avatars uniques, etc. Et les tueurs, eux, vont favoriser les passes de combat et les systèmes compétitifs premium.
Donc vous voyez qu'il y a un lien entre le type de joueur et le type de modèle économique qu'on va pouvoir utiliser. Comportement et émotion des joueurs. On va parler un peu plus d'émotions cette fois-ci. Il y a des émotions fondamentales que ressent chaque humain. On peut en citer quelques-unes des émotions. Donc la joie, quand on gagne ou quand on explore, la tristesse quand on perd un personnage, ou quand on perd tout court, la peur dans les jeux d'horreur comme Resident Evil, ou la colère, une frustration due à un défi intense. En termes de game design, c'est très important. L'idée, c'est de créer des expériences émotionnellement engageantes pour captiver les joueurs. On peut penser à The Last of Us et son impact émotionnel grâce à une narration forte, ou on voit d'autres jeux, Life is Strange ou The Walking Dead. La montée d'adrénaline, il faut en être conscient. Il y a des facteurs déclenchants comme les combats intenses, les courses-poursuites ou les jump scares, qui viennent du cinéma quand quelqu'un bondit sur vous d'un coup et ça vous fait peur. Quels sont les effets physiologiques? C'est l'accélération cardiaque et la concentration accrue. Oui, quand on joue, ça a un impact physiologique sur chaque joueur. Et ça, il faut en être conscient. Quelle importance pour l'engagement? Maintenir un haut niveau de tension dans les jeux d'action et compétitifs. Il faut gérer la frustration et la satisfaction. Quelles sont les sources de frustration dans un jeu vidéo? Ce sont les échecs répétés, des boss difficiles, par exemple dans Elden Ring, ou des problèmes techniques ou mécaniques mal équilibrés. Il faut réussir à transformer la frustration en satisfaction lorsque le joueur surmonte un obstacle difficile. C'est un équilibre qui est difficile à maintenir, donc il faut offrir des défis stimulants mais atteignables. En termes de cas pratiques, on peut penser à Céleste, avec une difficulté très élevée, mais un système de checkpoint bien placé pour motiver. On peut voir un screenshot sur la droite. L'attachement émotionnel au personnage et à l'histoire est fondamental pour s'attacher à un jeu tout court. Quels sont les facteurs renforçant l'attachement? C'est une narration immersive, des personnages bien écrits et des choix moraux significatifs. Les effets sur l'expérience du joueur, c'est créer une connexion durable avec le jeu. Nombreux sont les joueurs comme vous et moi à nous souvenir 5 ans, 10 ans plus tard des sensations du jeu une fois qu'on l'a fini. Je me rappelle toujours du jeu Red Dead Redemption 2 par exemple, ou d'autres jeux, une fois que je l'ai fini. Quels sont les avantages pour les développeurs? C'est encourager les suites et les expansions grâce à la fidélité des joueurs. On peut penser à Life is Strange où les choix narratifs impactent l'histoire en favorisant l'empathie. L'empathie et l'identification sont évidemment très importantes. Quels sont les mécanismes favorisant l'empathie? Une perspective, pourquoi pas, à la première personne, comme dans Gone Home, ou des dilemmes moraux et des choix narratifs, comme dans la série Telltale de The Walking Dead, où on peut faire des choix moraux. L'identification des joueurs, on va avoir des avatars et des options de personnalisation qui renforcent l'immersion. Et en termes d'impact sur les comportements, les joueurs adoptent souvent les valeurs et les perspectives des personnages qu'ils incarnent. En termes de comportement impulsif et prise de décision rapide, il y a évidemment une nature impulsive des jeux, comme une action rapide requise dans les jeux comme Overwatch. Il y a un facteur influençant les décisions, le stress, le temps limité, la complexité des choix. En termes de conséquences comportementales, il va y avoir une amélioration des réflexes, mais parfois des décisions irrationnelles. Attention évidemment, en termes d'achat compulsif aussi. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.